Il y a des lettres que l'on n'aurait jamais dû ouvrir. Et il y a des réponses que l'on attend toute une vie, pour réaliser, un matin de pluie, qu'on écrivait au vide. Avez-vous déjà aimé quelqu'un de toutes vos forces, au point de bâtir votre existence entière autour de son absence, pour découvrir que cette personne n'était qu'un mirage, qu'elle n'existait que sur le papier, né de l'encre et de la cruauté d'une autre? Je m'appelle Laurent, j'ai 58 ans. Pendant 20 ans j'ai été un père attentif, aimant, fier. Chaque semaine, j'ai pris ma plume pour écrire à mon fils, Thomas, parti vivre de l'autre côté de l'océan avec sa mère après notre divorce. Je l'ai vu grandir à travers ses mots. J'ai financé ses études, ses anniversaires, son permis de conduire, ses premiers voyages. J'ai partagé ses doutes d'adolescent et ses espoirs de jeune homme. J'avais son portrait sur ma cheminée, un visage d'enfant blond qui changeait de cadre au fur et à mesure que les années passaient, et que sa mère m'envoyait de nouvelles photos. Mais il y avait quelque chose que je ne voulais pas voir à l'époque. Ces enveloppes bleues qui arrivaient dans ma boîte aux lettres tous les mois, je les touchais comme si elles étaient sacrées. J'y croyais. Je voulais y croire. Quelle force sur terre pourrait pousser un père à douter de l'existence de sa propre chair? Ce que je vais vous raconter aujourd'hui a changé ma vie pour toujours. Et je n'aurais jamais pu l'imaginer, même dans mes pires cauchemars. La vérité m'a détruit. Elle a balayé 20 ans de ma vie en une seule seconde, sur le perron d'une maison étrangère, sous un ciel d'automne glacial. Elle m'a brisé, mais elle m'a aussi montré ce que signifie réellement être un père, Bretté avec moi. Ce qui s'est passé ensuite, vous ne l'oublierez pas. C'est l'histoire de 20 ans de mensonges, d'un voyage imprévu à Montréal, et de la façon dont le destin, après avoir été bafoué si longtemps, a fini par présenter sa note d'une manière que personne ne pouvait anticiper. C'est le récit d'une trahison si absolue qu'elle redéfinit les limites de ce qu'un être humain peut faire subir à un autre pour de l'argent et de la rancœur. Pour comprendre comment j'ai pu être dupe pendant 2 décennies, il faut entrer dans ma vie de l'époque. J'habite une vieille maison en pierre, à quelques kilomètres de Limoges. C'est une bâtisse solide, avec des volets de bois gris et un grand jardin où les rosiers sauvages ont fini par prendre toute la place. Ma vie est rythmée par des rituels très simples. L'odeur du café noir que je prépare à l'aube dans ma vieille cafetière italienne, le bruit du gravier sous mes pas quand je pars pour le lycée de Limoges où j'enseigne les lettres classiques, silence, ce grand silence de fin de journée qui s'installe quand je rentre chez moi. J'aime mon métier. Transmettre la beauté d'un texte de Virgile ou la force d'une tragédie de Racine à des adolescents souvent distraits, c'est ma façon de rester ancré dans le monde. Mais mon véritable ancrage, c'était ma table des travail. Un vieux bureau en chêne hérité de mon grand-père, couvert de piles de copies, de livres usés et d'un buvard fatigué. C'est là que, chaque dimanche soir, après le repas, je m'asseyais pour écrire à Thomas. Thomas était né de mon union avec Valérie. Notre mariage s'était délité rapidement après la naissance. Je pense que nous étions trop différents. Elle avait besoin d'une vie brillante, de mouvement, d'argent. J'aimais la discrétion et la tranquillité de notre Limousin. Quand Thomas a eu 3 mois, Valérie a demandé le divorce et a annoncé qu'elle partait s'installer à Montréal, où sa famille avait des attaches. Elle disait vouloir un nouveau départ, loin de ma monotonie. Je me souviens du jour de leur départ comme si c'était hier. Le poids de mon cartable en cuir vide dans mes mains, ce sentiment d'impuissance totale à l'aéroport de Roissy. Valérie m'avait dit froidement, « Ne t'en fais pas Laurent. La distance ne détruira rien si tu es intelligent. Écris-lui. Le papier laisse des traces plus profondes que le téléphone. Je lui lirai tes lettres. » À l'époque, j'ai trouvé cela presque noble. J'ai accepté cette condition. Et lui refusais des appels téléphoniques réguliers, prétextant le décalage horaire qui perturbait le sommeil du bébé, puis plus tard, une prétendue phobie sociale de Thomas qui le rendait anxieux face au téléphone. Elle m'écrivait dans ses brefs messages d'accompagnement. « Il te ressemble Laurent, il est introverti, il préfère écrire. La voix le paralyse. » Et les lettres de Thomas sont arrivées. D'abord dictées à sa mère, avec des dessins d'enfants malhabiles représentant un petit garçon blond au bord d'un lac canadien. Je me souviens d'une lettre reçue pour ses 8 ans. « Papa, aujourd'hui maman m'a acheté un petit chien en peluche. Je l'ai appelé Limoges, comme ta ville. Dis-moi, est-ce que là-bas aussi il y a des grands arbres avec des feuilles en sucre ?» Mon cœur fondait. J'y voyais une sensibilité rare. Je lui répondais en lui envoyant des livres, des contes de Perrault, des éditions illustrées de Jules Verne. Plus tard, l'écriture a changé. Elle est devenue plus ferme, plus personnelle. Thomas me parlait de ses cours de français, de son amour pour la nature québécoise, de ses difficultés en mathématiques. À ses 15 ans, il m'écrivit. « J'ai lu le poème de Ronsard que tu m'as envoyé. Mignonne, allons voir si la rose. » Je l'ai lu à voix haute dans ma chambre. C'est comme si j'entendais ta voix à travers la mienne. Chaque mois je versais pension alimentaire sur un compte français qu'elle avait conservé. Et régulièrement, des demandes d'aide arrivaient. Thomas m'écrivait qu'il voulait s'inscrire au club de hockey, mais l'équipement était si cher, ou qu'il aimerait faire un voyage d'études en Europe, mais que sa mère ne pouvait pas tout payer. Je n'ai jamais hésité. Je me privais de tout. Je ne changeais jamais mes vêtements,
Je gardais ma vieille voiture qui affichait plus de 200 000 km. Mes collègues plaisantaient sur mon style immuable, mais qu'importait? Mon fils construisait son avenir. J'avais cette fierté immense d'être son soutien silencieux depuis ma province. Pour son permis de conduire, j'ai envoyé 2000 €. Pour son entrée à l'université, j'ai fait un emprunt pour lui assurer un logement décent à Montréal. J'avais des photos de lui. Ou plutôt, des photos qu'on m'envoyait. C'était toujours des plans un peu larges, un garçon blond dos sur un canoë, un jeune homme de profil dans la neige, le visage partiellement caché par une écharpe ou une tuque canadienne. Valérie m'expliquait que Thomas détestait poser. Et moi, le père naïf, le professeur habitué à respecter la pudeur des autres, je respectais cette prétendue timidité. Mais avec le recul, il y avait ce petit détail prémonitoire auquel je n'ai pas prêté attention. Un dimanche d'automne, j'ai reçu une lettre où il me décrivait sa rentrée au cégep. Il écrivait « Ici, les feuilles d'érable tombent sur le trottoir comme des pièces de monnaie ». J'avais trouvé la formule poétique. Mais quelques lignes plus bas, il utilisait le mot « cartable » au lieu du terme québécois sac d'école. Et sa façon de structurer ses phrases sur sa passion du latin sonnait étrangement comme mes propres cours de lettres. Il écrivait « Le travail sur les textes de Cicéron me rappelle la rigueur que tu décrivais dans ta lettre de mai ». J'ai souri, pensant que mon sang coulait dans ses veines, et qu'il adoptait mes expressions à force de me lire. Je pensais que mon fils m'imitait par amour, par mimétisme filial. Si ce que je ne savais pas alors, c'est que la main qui tenait ce stylo n'avait pas 20 ans, et qu'elle n'avait jamais appartenu à mon fils. C'était la main de Valérie, et parfois celle de son nouveau compagnon, recopiant des structures de phrases que je leur avais moi-même fournies dans mes courriers précédents, pour s'assurer que le mensonge reste crédible. En octobre 2024, Thomas devait fêter ses 20 ans. 20 ans, l'âge des choix, de l'entrée dans l'âge adulte. Depuis des mois, je caressais un projet secret. J'avais économisé euro après euro en faisant des heures supplémentaires au lycée, en acceptant des cours de soutien le soir, en ne chauffant ma maison qu'au strict minimum durant l'hiver. Je voulais lui faire la surprise de ma vie. Je n'étais jamais allé au Canada. La distance, le coût, et la crainte de perturber son équipe m'avaient toujours retenu. Mais pour ses 20 ans, je me sentais légitime. J'allais enfin le serrer dans mes bras, entendre sa voix, voir son regard. Je n'ai prévenu personne. J'ai pris mon billet d'avion pour Montréal. Dans ma valise, j'avais glissé un paquet précieux. Une édition originale de 1920 de l'Enfant de Jules Vallès, un livre dont nous avions longuement parlé dans nos dernières lettres, et une montre en argent, qui avait appartenu à mon propre père. Je me souviens du vol, de cette excitation enfantine qui me serrait sa gorge au-dessus de l'Atlantique. J'imaginais nos retrouvailles. J'imaginais sa surprise à me voyant apparaître. Je répétais mes premiers mots dans ma tête. Est-ce que je devais lui serrer la main, l'embrasser, le laisser venir? Je suis arrivé à Montréal par un après-midi gris et froid. J'ai pris un taxi pour me rendre à l'adresse que j'écrivais sur mes enveloppes depuis 20 ans. Une jolie maison, à 2 étages dans le quartier résidentiel d'Outremont. Les arbres de la rue commençaient à perdre leurs feuilles dorées sous une pluie fine. Mon cœur battait la chamade. Mes mains tremblaient en payant le chauffeur. Suis monté sur le porche. J'ai lissé ma veste. J'ai pris une grande inscription. J'ai sonné, la porte s'est ouverte après quelques instants. Un jeune homme s'est présenté devant moi. Il avait les cheveux sombres, des yeux clairs. Il portait un sweatshirt universitaire de McGill. Mon souffle s'est coupé. Dans ma tête, c'était lui, c'était mon fils, le visage de mes lettres. Bien sûr, il n'était pas blond comme sur les photos d'enfance, mais le temps change les visages. Je n'ai pas pu me retenir. Les larmes aux yeux, j'ai fait un pas en avant et je l'ai pris dans mes bras. Je l'ai serré fort, si fort, en murmurant « Joyeux anniversaire Thomas, je suis ça, c'est papa ». Le jeune homme est resté totalement rigide. Puis il m'a repoussé avec force, le regard rempli d'incompréhension et de crainte. « Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous » a-t-il demandé avec un accent québécois prononcé. « Thomas, c'est moi, ton père. » Laurent ai-je bégayé, en lui montrant le paquet cadeau que je tenais encore. Il a froncé les sourcils, reculant d'un pas vers l'intérieur de l'entrée. « Monsieur, vous faites erreur. Je ne m'appelle pas Thomas, je m'appelle Kevin. » À ce moment-là, j'ai cru à une plaisanterie. Un jeu d'adolescent. « Kevin, voyons Thomas, ta mère Valérie. » Valérie est ma belle-mère, a-t-il coupé, sa voix devenant plus dure, plus méfiante. Elle est mariée avec mon père depuis 10 ans. Et je vous assure que je n'ai pas de frère. Je suis fils unique. Le monde autour de moi a commencé à vaciller. Le ciel de Montréal me paraissait soudain d'un blanc aveuglant, presque douloureux. « C'est impossible », ai-je murmuré. « J'écris ici, j'envoie des lettres à Thomas Aubert. Il vit, ici. J'envoie de l'argent chaque mois pour lui. » C'est à cet instant précis que la porte s'est ouverte plus largement. Valérie est apparue dans le hall. Elle portait un manteau élégant prêt à sortir. En croisant mon regard, son visage est devenu instantanément blême. Ses yeux se sont écarquillés de terreur puis, presque aussitôt, son expression s'est figée en un masque de marbre, froid et coupant. Elle a regardé Kevin, puis m'a regardé. Elle a compris immédiatement que le château de cartes venait de s'effondrer. Elle a fait un pas sur le porche, refermant la porte derrière elle pour nous isoler.
Mais nous étions dehors, devant la rue, des voisins qui taillaient leurs arbustes se sont retournés en entendant l'éclat de nos voix. « Laurent, qu'est-ce que tu fais ici ?» a-t-elle prononcé d'une voix basse, dénuée de toute chaleur. « Valérie, où est Thomas ? Ce jeune homme me dit que... » ai-je demandé. « Ma voix n'est donc qu'un souffle. »« Rentre chez toi, Laurent. Tu n'aurais jamais dû venir sans prévenir, c'est ridicule. » a-t-elle dit, sans un tremblement dans la voix. « Je veux voir mon fils. Valérie, il a 20 ans aujourd'hui, j'ai son cadeau, dis-moi où il est. » ai-je crié, la panique m'envahissant complètement. Elle a eu un petit rire sec, un rire qui me hante encore aujourd'hui. Un rire de mépris pur, le rire de quelqu'un qui a le contrôle absolu et qui méprise votre faiblesse. « Ton fils, tu veux voir Thomas ?» Elle s'est approchée de moi, si près que je pouvais sentir son parfum. « Thomas est mort, Laurent. Il est mort il y a presque 20 ans. La mort subite du nourrisson, à l'hôpital de Montréal, 3 mois après notre arrivée. » Les mots m'ont frappé en pleine poitrine comme un bloc de glace. Je pensais avoir mal entendu, mon cerveau refusait de traiter l'information. « Tu mens ?» J'ai ces lettres. J'ai écrit à Thomas la semaine dernière encore. Il m'a répondu. Il me parlait de ses examens d'histoire romaine. C'est moi qui écrivais ces lettres, Laurent. Au début c'était facile. Quelques mots sur ses premiers pas, ses dents. Puis quand il a fallu simuler l'adolescence, c'est mon mari qui s'en est chargé. Il a une meilleure plume, il sait comment pensent les garçons. Tu voulais tellement être un père, n'est-ce pas? Tu voulais ton fils parfait, ton petit érudit qui aime les livres, on te l'a donné. On a créé ce Thomas pour toi, et en échange tu as payé. Tu as payé pour sa vie, ses études, ses vacances, son permis. Tu as payé chaque mois. Sans cet argent, nous n'aurions jamais pu acheter cette maison à Outremont. Alors maintenant, prends ton livre historique, prends tes illusions, et disparais. Thomas n'existe pas. Il n'a jamais existé pour toi. Elle a fait demi-tour et a claqué la porte au nez. Je suis resté debout sur ce porche en bois. Le paquet cadeau est tombé de ma main, le papier craft s'est déchiré sur le sol mouillé, révélant le livre de Jules Vallès. Je sentais les regards des passants et des voisins sur moi. Ce silence lourd de la rue d'Outremont. Personne n'est venu. Personne n'a bougé. J'ai baissé les yeux sur le livre dans la boue. L'enfant, quelle ironie cruelle. Je me suis effondré sur les marches, seul, dans cette ville inconnue, avec le poids de 20 ans de vide qui s'écrasait sur mes épaules, tandis que la pluie montréalaise commençait à détremper le papier de l'édition originale que j'avais tant cherché. Gilles ne me souvient que très vaguement du voyage de retour. Les heures passées dans l'avion de retour vers la France ont été une longue descente au sans fer. À mon retour dans ma vieille maison de Limoges, le silence n'était plus le même. Ce n'était plus le silence de paix ou d'étude. C'était le silence d'un tombeau. Un tombeau vide. J'ai passé mes nuits sur mon vieux fauteuil en cuir, sans allumer la lumière. Je regardais la boîte en carton sur mon bureau. Cette boîte qui contenait les centaines de lettres que j'avais reçues pendant 20 ans. Je les prenais une par une, je relisais ces lignes d'écriture d'enfant, puis d'adolescent. Je caressais le papier. Chaque mot que j'avais cru sincère était une formule calculée par mon ex-femme ou son nouveau conjoint pour m'extorquer de l'argent. Chaque confidence intime n'était qu'un piège psychologique pour maintenir le flux financier. Je me souvenais du jour où j'avais envoyé 1000 € supplémentaires, c'est parce que Thomas m'avait écrit qu'il s'était cassé le bras au hockey, et que les frais médicaux non couverts par l'assurance étaient immenses. C'était un mensonge, tout était un mensonge. Vous êtes-vous déjà demandé jusqu'où un être humain peut aller quand on lui enlève tout? Jusqu'où la cupidité et la méchanceté peuvent pousser quelqu'un à simuler l'existence d'un enfant mort? J'ai trouvé la réponse dans ce silence, mais je n'ai rien dit à personne de ce que je pensais. J'attendais. J'observais et j'apprenais à être patient. Mes collègues au lycée me trouvaient vieilli, fatigué, mais je faisais mes cours avec la même rigueur. Pourtant à l'intérieur quelque chose s'était reconstruit. Une force froide. Ce n'était pas de la colère destructrice. C'était une exigence absolue de justice. Je ne pouvais pas ramener Thomas. Mon deuil était double. Je devais pleurer le bébé de 3 mois décédé 20 ans plus tôt, et je devais faire le deuil du jeune homme de 20 ans qui n'avait jamais été qu'une ombre d'encre. J'avais été le père d'un fantôme de papier, 3 mois après mon retour de Montréal, alors que je triais méthodiquement documents financiers et administratifs que j'avais conservés depuis le début du divorce. J'ai commencé à analyser chaque pièce avec l'œil d'un philologue. J'ai étalé toutes les lettres sur le sol de mon salon, et c'est là que j'ai vu les indices que l'amour m'avait empêché de voir. D'abord, les timbres. Certaines lettres de Thomas, censées être écrites depuis son camp de vacances, dans le Grand Nord canadien, ou depuis Toronto lors d'un voyage scolaire, portaient tout le cachet postal du bureau de poste principal d'Outremont, à quelques minutes de la maison de Valérie. Ensuite, la signature. En analysant les certificats de scolarité de l'Université de Montréal que Valérie m'envoyait pour justifier la continuation de la pension alimentaire, j'ai remarqué que le logo de l'université présentait une légère bavure, comme s'il avait été scanné et réimprimé plusieurs fois. Le nom du doyen signataire était le même depuis 6 ans, alors que l'administration universitaire avait changé. Mais la preuve absolue est venue d'un détail encore plus flagrant. Sur un certificat daté de 2022,
L'adresse de l'université comportait une faute d'orthographe. Boulevard Édouard Montpetit. Était écrit avec 2 T à Édouard. Une erreur qu'une administration officielle ne commettrait jamais sur ses propres en-têtes. C'est là qu'elle a fait la plus grande erreur de sa vie. Et elle ne le savait pas. En utilisant ces faux documents pour percevoir de l'argent en France sur un compte bancaire resté actif dans une agence de Limoges, Valérie n'avait pas seulement menti à un père. Elle avait commis un délit pénal grave sur le territoire français. Escroquerie, faux et usage de faux en écriture publique. C'en était plus seulement un drame familial. C'était un crime financier international, la machine judiciaire pouvait être lancée. Et le destin commençait à présenter sa note. VE suis allé voir un avocat à Limoges, Maître Dupont, un homme d'âge mûr qui avait tout vu dans sa carrière. Quand je lui ai posé le dossier sur la tablette que je lui ai raconté mon histoire, il est resté silencieux pendant plusieurs minutes, les mains jointes sous son menton. Puis, il a regardé les certificats et les relevés de virement. Sa voix était calme et déterminée. Monsieur Aubert, ce que je lis ici dépasse l'entendement moral. Mais la loi a une définition très précise pour cela. Elle a commis une escroquerie au jugement et un faux en écriture publique. Nous allons porter plainte. La plainte a été déposée auprès du procureur de la République de Limoges. Parce que les fonds provenaient de mes comptes en France, et que les documents falsifiés avaient été envoyés à mon adresse à Limoges pour obtenir ces fonds, la justice française s'est déclarée pleinement compétente. Une enquête préliminaire a été ouverte, suivie de l'émission d'une commission rogatoire internationale adressée aux autorités judiciaires canadiennes. Le karma ne frappe pas toujours comme la foudre. Il se déploie lentement, par étapes, comme un engrenage qui se met en marche et que rien ne peut plus arrêter. La première étape a été le gel conservatoire de tous les avoirs de Valérie en France. Elle possédait encore une part de la maison de ses parents décédés en Dordogne, une belle propriété de campagne. Ce bien a été immédiatement saisi par la justice française pour garantir le remboursement des sommes détournées, plus de 150 000 € cumulés sur 20 ans. Quand son avocat en France a reçu l'avis de saisie, la panique s'est installée chez Valérie. La deuxième étape s'est jouée à Montréal. Un matin de printemps, la police fédérale canadienne s'est présentée à la maison d'Outremont. Ils venaient exécuter la demande d'entraide judiciaire internationale. Ils ont perquisitionné la maison, saisi les ordinateurs et les disques durs. C'est sur ces disques qu'ils ont retrouvé les fichiers sources des faux certificats de scolarité, mais aussi des dizaines de modèles de lettres de Thomas stockés dans un dossier intitulé Implément. Projet L. Elle, comme Laurent, son mari, qui avait activement participé à la rédaction des lettres pour peaufiner le profil de mon fils virtuel, a été inculpé de complicité d'escroquerie. L'ironie dramatique a été totale. C'est l'argent même qu'elle m'avait volé pour s'acheter sa respectabilité et sa belle maison bourgeoise à Montréal qui a causé sa perte. Pour payer les avocats canadiens et français, pour tenter d'éviter la prison, elle a dû hypothéquer cette maison qu'elle aimait tant. Le couple qu'elle avait bâti sur ce mensonge a commencé à se fissurer sous la pression des enquêtes policières et des dettes. Le moment le plus marquant de cette procédure a été l'audience au tribunal Limoges. Valérie n'a pas osé faire le déplacement ? Elle était représentée par son avocat, mais j'étais là, debout dans ma dignité d'enseignant devant les juges. Les témoins étaient peu nombreux, mais mes collègues et mes anciens élèves étaient présents sur les bancs du public, pour me soutenir. Quand le procureur a lu le contenu des lettres de Thomas, comparant les demandes d'argent pour des examens imaginaires ou pour le traitement d'une maladie fictive avec le certificat de décès du bébé daté de décembre 2004, un frisson a parcouru la salle. L'avocat de Valérie a envoyé une déclaration écrite pour plaider la détresse psychologique, affirmant qu'elle n'avait pas osé m'annoncer la mort du bébé au début, puis que le mensonge s'était installé. Mais le procureur a rétorqué: la détresse psychologique ne produit pas des faux certificats de scolarité 20 ans pour obtenir 150 000 €. C'est une entreprise criminelle de prédation morale et financière. Le silence du tribunal était glacial, le jugement est tombé, net et définitif. Valérie a été condamnée à 3 ans de prison avec sursis, à une amende majeure, et à l'obligation de me restituer l'intégralité des sommes versées sous peine d'incarcération immédiate. Ses biens de Seine-France ont été vendus aux enchères pour solder sa dette envers moi, mais le coup de grâce pour elle n'est pas venu de la justice. Il est venu de sa propre maison. Kevin, le jeune homme qui m'avait ouvert la porte à Montréal, a découvert toute l'histoire lors de la perquisition. Il ignorait tous les agissements de son père et de sa belle-mère. Horrifié par la monstruosité de ce mensonge de 20 ans, il a quitté le domicile familial, rompant tout contact avec eux. Quelques mois après le procès, alors que je travaillais dans mon jardin à Limoges, une voiture s'est arrêtée devant ma grille. Un jeune homme en est descendu. C'était Kevin. Il avait économisé sur ses propres deniers pour venir en France. Il tenait une boîte en bois dans ses mains. Il s'est approché de moi les yeux bas. « Monsieur Aubert, je ne pouvais pas simplement vous envoyer cela par la poste. Je devais vous regarder en face. Mon père et Valérie ont détruit votre vie. Mais je veux que vous sachiez que je n'ai rien à voir avec eux. J'ai trouvé ceci dans le grenier en faisant mes cartons. »
C'est tout ce qui reste de Thomas. Dans la boîte se trouvait un petit bracelet de naissance en plastique bleu de l'hôpital de Montréal au nom de Thomas Aubert, une mèche de cheveux blonds le faire-part de décès que Valérie avait caché au fond d'une malle. Nous sommes restés debout dans mon jardin, sous le soleil de l'après-midi. J'ai regardé ce jeune homme qui aurait pu être mon fils, et qui, par son geste, m'érendait ma dignité. Nous n'avons pas versé de larmes. Nous avons simplement partagé un silence de respect. Valérie avait voulu me priver de mon fils et de mon argent. Au final, elle a perdu son honneur, sa maison, et le respect du seul fils qui vivait sous son toit, tandis que la justice l'obligeait à me rembourser chaque centime volé. À vue aujourd'hui, les tempêtes sont passées. Je vis toujours dans ma vieille maison de pierre près de Limoges. Le jardin est un peu plus ordonné, et j'ai recommencé à y passer mes après-midi à lire sous le vieux tilleul. Sur mon bureau, à côté de mes livres de latin, il n'y a plus la grande boîte en carton remplie de fausses lettres. Il y a seulement la petite boîte en bois que Kevin m'a apportée. Le bracelet bleu Thomas et sa mèche de cheveux. C'est tout ce qui reste de lui physiquement. Mais c'est réel. C'est la vérité. J'ai enfin pu faire le deuil de mon bébé, un deuil propre, digne. 20 ans après sa disparition, je ne lui écris plus de lettres. Je vais parfois au cimetière du village où j'ai fait rapatrier son petit corps pour qu'il repose près de mes ancêtres, sous la terre douce du Limousin. Je n'ai pas gardé l'argent récupéré de la vente des biens de Valérie. Cet argent était teinté de mensonges et de douleurs. J'ai utilisé chaque euro pour créer la Fondation Thomas, qui aide les jeunes couples confrontés au deuil périnatal à surmonter leurs douleurs, en finançant des accompagnements psychologiques et de groupes de parole. De cette façon, le nom de mon fils sert à aider les autres à vivre, là où sa mère l'avait utilisé pour détruire. Quelque chose s'est perdu dans cette histoire que je ne récupérerai jamais. Ces 20 années d'espoir, cette attente d'un fils qui n'existait pas, ces projets d'avenir que j'avais bâtis dans ma tête. J'ai accepté cette perte. Le temps prend beaucoup de choses, mais il rend aussi. Pas toujours ce qu'on a perdu, mais s'ouvre quelque chose de meilleur. Aujourd'hui, au lycée, je ne regarde plus mes élèves de la même façon. Je suis devenu plus attentif à leur silence, à leur détresse discrète. L'année dernière, un de mes élèves de terminale, Lucas, traversait une période très difficile après le départ de son père. Il abandonnait ses études, s'isolait. Je l'ai gardé après le secours, non pas pour lui parler de latin, mais pour lui prêter mes livres, pour l'écouter. Je l'ai aidé à obtenir son baccalauréat. Le jour des résultats, il est venu me voir et m'a dit « Merci monsieur Aubert, sans vous j'aurais tout abandonné. Vous avez été comme un père pour moi. » C'est à ce moment-là que j'ai compris. Ma paternité n'est plus liée à un lien des angles ou à des lettres traversant l'océan. Elle est ici, dans le présent, utile et réelle. Thomas n'a pas vécu pour voir ses 20 ans, mais son souvenir vit à travers chaque jeune que j'aide à grandir. Si vous traversez en ce moment une trahison qui vous semble insurmontable, si vous avez l'impression que la vérité vous a détruit et qu'il ne reste rien de vos illusions, je n'ai qu'un message pour vous, de toute mon honnêteté. Tenez bon, la vérité fait mal au début, elle arrache les masques et détruit les illusions, mais elle finit toujours par libérer. Le destin a une longue mémoire, et le temps travaille pour ceux qui gardent leur dignité. Ne cherchez pas la vengeance immédiate, laissez la vérité faire son œuvre. Merci d'avoir écouté mon histoire jusqu'au bout. Si elle a résonné en vous, si vous avez vous-même connu l'épreuve du mensonge, de la trahison ou du deuil, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Partagez ce récit avec ceux qui, aujourd'hui, doutent encore de la justice de la vie. Prenez soin de vous, bonne nuit.